Voilà, donc ici, nous allons vous proposer une capsule, présentant un petit peu, un des axes de la pérédance et donc nous allons commencer par, quelques questions plus généralistes et donc une première question, bah, si vous pouvez, simplement vous présenter. Merci Marie, moi c'est Stéphane et je suis père aidant. Et je suis arrivé à la père aidance parce que j'anime des groupes de parole pour les personnes bipolaires et les proches. Et puis moi, je m'appelle Pierre, je suis père aidant au niveau des addictions. Et je suis arrivé à la père aidance parce que en sortie de ma cure, j'ai eu une révélation. J'avais compris que j'avais accumulé beaucoup d'outils qui pouvaient aider les autres. Et du coup, je me suis dit, je reviendrai un jour aider les autres dans leur parcours. C'est parfait parce que tu me permets d'embrayer directement vers la deuxième question qui est: qu'est-ce qui vous a amené justement, à la pérédance? Et donc Stéphane, par rapport à ton expérience à toi? Quand j'ai été diagnostiqué bipolaire, on ne m'a pas donné d'explication à ce moment-là et on ne m'a surtout pas dit c'est possible d'aller mieux. Moi j'ai cru que ma vie était juste terminée et je pense que si j'avais rencontré quelqu'un à cette époque-là qui avait pu me dire Stéphane, ça risque d'être long, mais il y a une bonne chance que tu récupères ta vie, j'aurais pas perdu tout ce temps de désespoir après le diagnostic. Et voilà, ça c'est ma motivation maintenant en tant que père aidant, c'est de pouvoir être un peu un témoin qu'il est possible d'aller mieux, qu'il y a de l'espoir. Et par rapport à votre, expérience déjà professionnelle, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous avez pu observer que les autres pères aidants avec lesquels vous travaillez, ont ces mêmes, voilà, ont ce même parcours, ont ces mêmes raisons pour lesquelles ils se sont lancés dans la père aidance? Ou vous pensez que c'est vraiment plus propre à vous, de manière, individuelle? Mais ouais, je pense que c'est plus propre à nous de manière individuelle. Mais je pense que chaque père aidant a ses raisons propres d'être devenu père aidant. Mais sur le fond, le fait qu'on ait traversé un parcours et qu'on a envie de le partager avec les autres, ça c'est un socle commun. Et puis moi, je voudrais aussi rajouter que avant, donc quand je suis sorti de cure, j'ai vécu ce moment où je me suis dit, j'ai accumulé des outils, je vais essayer de les partager aux autres. J'avais vraiment cette envie. Mais j'ai reconstruit ma vie avec des boulots tout à fait communs dans le commerce et compagnie, comme merchandiser. Et j'ai eu aussi un moment où j'ai eu besoin de sens, de plus de sens dans ma vie. C'était peut-être la crise de la quarantaine ou quoi, mais j'ai eu besoin de ce sens. Et en parlant avec d'autres pères aidants, c'est vrai que ça, le fait de donner du sens ou que le père aidant a reçu de l'aide d'autres personnes et puis que finalement lui il veut redonner cette aide, ça c'est aussi quelque chose qui, à mon avis, donne l'envie à des pères aidants de s'activer. Ouais, moi, je voudrais rebondir sur la question du sens parce que quand on a vécu des ruptures dans son parcours de vie, des situations vraiment très complexes, pouvoir en faire quelque chose de positif, c'est vraiment un moteur qu'on retrouve chez beaucoup de pères aidants. OK, merci. Par rapport à votre, travail de père aidant, dans quel contexte est-ce que vous travaillez chacun? Dans quel contexte de travail, pour donner un petit peu des exemples, à nos partenaires qui ne sont pas forcément, issus de la Belgique comme vous? Bah, donc en fait, pour mon cas, du coup, j'ai 2 mi-temps, où je travaille dans le projet PAD du SMES, qui est une structure qui accompagne à intégrer les pères aidants dans les associations, dans leur travail au quotidien. Je vais laisser Stéphane l'expliquer. Et alors, du coup, moi, j'ai 2 mi-temps et l'autre où je travaille, à la SBL Dune, qui est une ASBL où on accueille des personnes en précarité et addiction. Donc, ça se décline un peu de manière, on a un endroit le soir où les personnes peuvent venir se poser, boire un café, prendre une douche, nettoyer du linge. Il y a d'autres petites démarches du genre et des permanences sociales l'après-midi voilà, où là on fait des démarches sociales un peu tout ce qu'on peut imaginer. Et donc le contexte de travail, c'est donc le contact avec des personnes en précarité ou en grande précarité et principalement en problème d'addiction. Donc voilà,
un contexte quand même assez... voilà, il y a de l'ambiance, quoi. On ne s'ennuie pas vraiment. Ouais, tu peux peut-être ajouter les activités que toi tu portes en tant que père aidant chez Dune. Ah oui, c'est vrai que ça, je pourrais ajouter. Donc, il y a un truc en plus qui me tient vraiment très à cœur, c'est le comité citoyen. Donc d'abord, avant d'en parler, donc, chez Dune, je suis père aidant du pôle communautaire. Et mon travail, c'est d'animer animer ou co-animer des activités. Donc le jeudi soir, j'anime un atelier chipote où donc les personnes qui viennent se poser chez Dune peuvent venir faire des petites activités artistiques. On est ouvert à tout, mais selon nos moyens, évidemment. Ce qui est le plus fréquent, c'est des personnes qui viennent écrire des textes, du slam, du rap. On fait un peu de guitare, on chante un peu, et aussi beaucoup de dessins. On tourne parfois des petites capsules vidéo. Voilà, c'est vraiment libre. Et donc, je sais que je suis père aidant et qu'il y a peut-être un travail de partager son vécu ou quoi, mais les personnes qui viennent dans mon atelier chipote, elles viennent avant tout faire de l'art et se libérer. Et puis si elles ont envie de parler, évidemment, on parle. Mais la deuxième activité importante que je fais chez Dune, c'est donc qu'on a mis sur pied un comité citoyen où 2 fois par mois, les bénéficiaires de Dune se réunissent et discutent de problèmes ou de choses positives qui se passent dans l'institution et pour qu'on puisse modifier certaines choses. Donc, par exemple, ici, le comité citoyen va participer à l'AG en vue de faire partie de l'AG. L'objectif final, c'est vraiment de faire partie du conseil d'administration. Donc, c'est vraiment des choses qui sont hyper importantes pour eux. Alors, ce qu'on a mis aussi sur pied, c'est que les membres du comité, enfin 2 ou 3 membres du comité par semaine, participent aux permanences sociales avec les travailleurs, donc sont un soutien pour les travailleurs. Ils accueillent les personnes, un petit café, ils informent sur les services de Dune, et ça fonctionne vraiment, vraiment très bien. Là, justement, j'ai eu un témoignage d'un travailleur. En fait, il y a une personne qui a été consommée dans les toilettes de chez Dune. Et puis, le membre du comité a été lui parler en lui disant, voilà, ici, on ne fait pas ça, ce n'est pas le bon cadre. Et ça soutient beaucoup les travailleurs. Et c'est vraiment une initiative que je voudrais proposer à toutes les associations de mettre sur pied. Donc ça, c'est mon travail de père aidant, en gros, chez Dune. Et le fait que je sois père aidant fait évidemment un lien directement entre ce comité d'usagers et les travailleurs et la direction et la structure. Donc, c'est hyper important. Et alors, ce que je remarque aussi dans cette initiative, c'est que les personnes se mobilisent. Ça crée de l'enthousiasme pour se mobiliser dans l'association. Merci Stéphane. Donc en ce qui me concerne, il y a un peu 2 parties à mon activité. Il y a celle que j'ai déjà un peu mentionnée, hein, donc avec le Funambule. Donc c'est une association qui propose des groupes de parole et des activités pour les personnes bipolaires et les proches. Et moi, j'anime un groupe de parole. Et donc, l'important, c'est d'offrir un espace où les personnes peuvent venir échanger en toute confidentialité, ça c'est la base, mais aussi de pouvoir échanger avec des pairs. Donc, c'est vrai que ce qu'on entend souvent, c'est ici, je peux venir me poser, je n'ai pas forcément besoin de me justifier, c'est pas comme quand je vais voir mon psychologue ou mon psychiatre, où là, je dois un peu expliquer ce que j'ai fait, comment je suis. Là, je peux venir déposer les choses et ça me donne aussi de l'espoir de voir le parcours d'autres personnes, de pouvoir aussi comprendre que je ne suis pas tout seul et pouvoir un peu décoder ce que moi je vis à la lumière de ce que les autres partagent. Donc mon rôle là, c'est vraiment d'être un animateur d'un espace de parole. Donc on n'a pas forcément de terme, il n'y a pas forcément un engagement à venir plusieurs fois. Donc c'est vraiment un espace de bien-être et de recherche de soi, ouvert tant aux personnes bipolaires qu'aux proches. Donc ça nous importe beaucoup parce que la personne, elle ne vit pas toute seule. Elle a un entourage qui est le premier impacté par les choses. Donc ça, c'est sur le Funambule. Et puis je travaille avec Pierre au projet PAT. Et donc là, c'est un projet d'accompagnement et de formation des équipes qui souhaitent engager des pères aidants. Et donc,
ça vient un peu du fait qu'on a identifié à l'étranger que certains pères aidants avaient été engagés par des structures, mais que les équipes qui devaient les accueillir n'avaient pas eu l'occasion de réfléchir avant d'accueillir cette personne. Or, avoir un ancien patient ou une ancienne personne accompagnée comme collègue, ça soulève quand même immanquablement des questions, puisque en tant que père aidant, on arrive avec collé sur son front un peu son parcours, puisque c'est son outil. Donc notre job, c'est un peu de réfléchir avant l'engagement d'un père aidant aux questions qui se posent. Est-ce que la personne va parachuter? Est-ce qu'elle va être fiable? Est-ce qu'elle va respecter le secret professionnel? Et la majeure partie du travail qu'on fait, c'est un peu de déconstruire les représentations et puis d'imaginer avec l'équipe ce que le père aidant va pouvoir apporter dans l'équipe. En quoi est-ce qu'il va aider l'équipe à encore mieux faire son travail. Et puis, pour les pères aidants eux-mêmes, on a des intervisions et ce sont des réunions mensuelles de pères aidants où on réfléchit ensemble à des situations de terrain. Des situations qui posent question, qui sont problématiques ou des besoins d'information. Donc ça, c'est super important parce que c'est un endroit pour discuter entre pères aidants et ça cultive aussi un peu ce que c'est d'être père aidant. Toutes les situations qu'on discute, ça interroge c'est quoi être père et comment est-ce qu'on peut être aidant. Oui, je voulais juste rajouter au sujet des intervisions. Donc, tout ce que dit Stéphane, on peut aussi ajouter à ça le fait que les intervisions de père aidant, c'est aussi un moment où on se retrouve entre père aidant et on peut cultiver cette racine de père aidant parce que dans les équipes où on travaille, on est parfois absorbé. Par exemple, moi, je sais que chez Dune, après 2 ou 3 mois, un jour en descendant les escaliers, je me suis dit, je suis un travailleur social, quoi. Je ressentais plus rien d'autre. Enfin, façon de parler, je suis toujours un père aidant, mais je me positionnais vraiment comme un travailleur social. Et ces intervisions, ça nous permet aussi de rester entre père aidants et de cultiver ce lien. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez vous apporter entre pères aidants? Est-ce qu'il y a une plus-value à pouvoir avoir ces rencontres? Donc on a parlé des intervisions par rapport au travail, mais vous, par rapport à vous-même, est-ce que vous avez voilà, une plus-value ou quelque chose que vous vous apportez les uns les autres? C'est la question piège, c'était celle-là. Est-ce que tu pourrais essayer de reformuler cette question? Par rapport à à la père aidance, dans les questions qui sont proposées, est-ce que les pères aidants peuvent apporter quelque chose aux autres pères aidants? Est-ce que le fait de croiser d'autres pères aidants dans le cadre du travail ou des intervisions va vous donner une plus-value, va vous apporter quelque chose de spécifique? Tout à fait. Déjà, ce qui est à mes yeux important, c'est que donc les groupes d'intervision de pères aidants, c'est multidisciplinaire. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer, mais donc il y a des pères aidants qui sont dans le secteur de l'addiction, dans la précarité, dans la santé mentale, dans les violences, Donc déjà ça, c'est un apport de pouvoir croiser les différentes problématiques, les différentes visions, les personnes comme moi, par exemple, qui s'y connaissent forcément moins en santé mentale, au contact des pères aidants d'intervision en santé mentale, ça m'apporte de la compréhension et vice-versa. Donc ça, c'est mon avis, pour moi, le point le plus important et l'apport aussi. Mais ça, c'est vraiment personnel, mais je pense que les autres pères aidants peuvent aussi peut-être le penser comme ça, c'est qu'on est quand même une nouvelle pratique. Et puis quand on se croise et qu'on se dit ça va dans ton boulot, ça se passe bien au travail. Alors moi je suis désolé, mais tout ce que je rencontre c'est oui, ça se passe bien et puis on a des retours positifs. Et donc ça c'est aussi, ça nous aide à garder cet enthousiasme de développer cette pratique. On se dit mais ouais ça va, ça fonctionne, tout va bien. On a des discussions avec aussi des autres travailleurs. Et donc ça, voilà, ça amène une note positive de se dire mais en fait on doit continuer ce qu'on fait, quoi. Oui, mais on n'est pas tout seul et le groupe est fort soutenant même en dehors des intervisions. Tu vois, parfois, il y a l'une ou l'autre personne qui me téléphone en disant « une petite question, est-ce qu'on ne pourrait pas en discuter ?» Et ça, dans une profession assez jeune, comme tu dis, c'est vraiment important de pouvoir compter sur le groupe.
OK, merci. Et par rapport justement à cette profession qui est assez jeune, parce qu'on a quand même parlé, voilà, de votre travail au quotidien, quelle est la plus-value, quels sont les apports qu'un père aidant peut, amener dans une équipe, mais directement à la fois auprès des professionnels, mais aussi sous, l'angle, des pairs directement? Donc il y a vraiment 2 questions ici dans ma question. Ouais, je vais peut-être alors répondre par rapport au père. Les autres professionnels, je recommence, que tu comprends. Les autres professionnels dans les équipes, ils se posent beaucoup de questions. Par rapport au père, ça ne leur pose aucune question. Quand j'arrive et je dis bah, je suis père aidant, je suis un peu passé par un endroit similaire que toi, bah, c'est quelque chose de très naturel. Et puis après, bah, j'ai déjà un petit peu parlé de l'espoir. Donc ça, je pense que partager l'espoir qu'il est possible d'aller mieux, c'est quelque chose de super positif et qui apporte déjà. Et puis, bah, on peut échanger des petits outils ou des parcours qu'on a pu avoir, des ressources qu'on a pu utiliser bah, dans le cadre de la bipolarité, dans les groupes de parole. On utilise un outil qui s'appelle le journal de l'humeur. Donc ça permet d'expliquer en quoi, bah, moi, le journal de l'humeur, ça m'a aidé. Et puis, j'ai peut-être une petite anecdote pour faire le lien avec les équipes. Quand j'ai été père aidant au centre neuropsychiatrique, il y avait une personne qui était là qui ne voyait pas forcément arriver ces crises. Et sa référente lui a proposé de venir en discuter avec moi. Donc on a un peu réfléchi à ça, je lui ai expliqué comment moi j'avais un peu négocié ces moments difficiles et essayé de diminuer les intensités. Et puis cette personne a fait son trajet elle-même et elle est allée en discuter avec son référent, avec moi. Donc on a vraiment fait un travail en triangulation. Moi avec un peu mon expérience vécue et la référente avec ses outils à elle. Ouais, et puis moi, j'avais envie d'ajouter qu'il y a aussi de la compréhension. Ce qui arrive souvent à des travailleurs autres, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans notre travail au projet PAD, c'est des bénéficiaires ou des personnes qui parlent à des travailleurs et puis qu'à un moment, le bénéficiaire leur dit « mais de toute façon, tu ne peux pas comprendre, tu ne sais pas ce que je vis ». Et du coup, nous, en tant que père aidant, là, on est un peu plus peut-être dans la compréhension. Et alors, ce que je vois dans la précarité et les grandes addictions, c'est qu'il y a quand même une bonne partie du public qui est en colère, qui vit une colère d'exclusion. Pour trouver un logement, c'est un chemin de bataille, des papiers, enfin peu importe quelle démarche, tout est compliqué. Et ce qui arrive parfois, c'est que cette colère fait naître chez les personnes une certaine méfiance des travailleurs. Et donc, du coup, là, je pense que le père aidant, il a un rôle à jouer aussi. Donc, chez Dune, c'est arrivé une ou deux fois que des personnes arrivent en disant « je veux parler qu'au père aidant », alors que je suis un travailleur comme les autres finalement. Mais ils savent qu'on est aussi passé par ce genre de choses et donc qu'on comprend leur colère, qu'on pourra peut-être l'exprimer mieux vers les autres travailleurs ou vers la structure. Mais donc, il y a aussi cette notion, je pense, de compréhension qui fait... je sais qu'il y a certaines structures où on parlait de traducteurs ou d'autres termes qui expliquent le fait qu'on peut comprendre mieux la personne. Et donc ça, c'est aussi, à mon avis, un rôle qui est important de traduire et dans les deux sens. Parce que ça veut dire aussi que parfois une personne, un bénéficiaire peut venir avec de la colère ou des demandes et venir me les traduire parce qu'il estime que je vais mieux les comprendre. Mais ça veut dire aussi que les peurs ou les colères des travailleurs, moi aussi, je peux mieux les expliquer aux bénéficiaires. Parce que quand un travailleur dit « ouais, mais on en a marre, on a beaucoup de boulot », le bénéficiaire peut lui dire « ouais, mais c'est ton boulot ». Mais tandis que quand tu es un père aidant et que tu es passé aussi par là, tu peux leur dire « tu sais, de l'autre côté, c'est aussi compliqué, il y a beaucoup de travail ». Et du coup, ils l'entendent mieux. Parce que quelque part, j'ai fait un peu partie de l'équipe. Et donc, ils entendent mieux ça. Et c'est mieux accueilli. Donc, c'est aussi, je pense, une des plus-values du fait d'être père aidant. Et alors, par rapport aux professionnels, de nouveau, je reviens, c'est cette histoire de lien, quoi. Par exemple, l'animation du comité citoyen dont je parlais tout à l'heure,
c'est moi qui fais le lien entre le comité et les travailleurs. Et il y a vraiment cette notion de ah tiens Pierre, est-ce que tu peux pas parler à cette personne-là parce qu'elle nous parle d'un problème là, mais ça semble compliqué. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment cette notion de lien. Et d'ailleurs, quand il y a eu la crise Covid, à la suite de cette crise, il y a pas mal de structures qui se sont tournées vers le projet PAT et dans leurs demandes, ils voulaient toujours restaurer le lien. Ils parlaient de restaurer le lien. Et donc, je pense que nous, vraiment un lien. Oui, je voudrais revenir un moment sur ce que tu dis, parce que parfois le père aidant, il est vu comme quelqu'un qui est entre l'équipe et les personnes accompagnées. Mais c'est quelque chose qu'il fait, mais c'est pas la seule chose. Il faut pas le voir comme ça. J'ai essayé d'expliquer tout à l'heure le travail en triangulation. Il y a pas mal de moments où aussi on peut travailler en binôme avec quelqu'un de l'équipe. Et donc, un des exemples que je peux donner, c'était la psychoéducation, donc des séances où un peu on explique la maladie et comment on vit avec. Moi, j'ai co-animé ça avec un psychologue et lui pouvait éclairer les situations avec son regard et ses outils et moi avec mon vécu. Et donc, il y a vraiment les deux types de positions entre les personnes accompagnées et l'équipe, hein, donc cette position un peu charnière, et puis pleinement dans l'équipe en travaillant en collaboration pour les activités. Bah, en fait, avec Stéphane et dans le projet PAT, nous, on est toujours parti sur cette idée-là. Donc, moi, personnellement, mais voilà, je pense que dans le projet PAT, c'est un peu ce qu'on pense. Un, un père aidant seul, des pères aidants seuls vont pas sauver le monde ou révolutionner les choses. Mais par contre, la complémentarité entre les travailleurs et les pères aidants, ça, on en est convaincu, ça a un réel apport. Et justement pour rebondir sur ce que vous venez de dire tous les 2, il y a quand même, d'après ce que je peux comprendre, beaucoup de fonctions, de positions, d'outils, d'éléments vraiment que vous mettez en place dans votre travail au quotidien et à ce propos-là, est-ce que vous imaginez ou est-ce que vous pensez à des informations ou des formations ou des compétences que, les pères aidants de manière générale, devraient, développer dans le cadre de leur formation initiale? Donc en fonction bien sûr du pays où ça se passe. Donc toutes les formations ne sont pas identiques. Mais dans ce parcours de demain, je vais devenir père aidant, quels seraient les outils qu'il serait bon de pouvoir mobiliser Oui, donc la toute base, c'est que le fait d'avoir vécu une situation de santé mentale ne fait pas de cette personne un père aidant. Il y a tout un travail qui est nécessaire de comprendre, déjà revoir ce qui est arrivé, essayer d'y mettre du sens, en quoi est-ce qu'il y a des choses qui m'ont aidé ou pas, c'est quoi la boîte à outils que j'ai développée, et donc d'arriver à cette compréhension que ce que j'ai eu comme parcours, j'y mets du sens, de l'ordre, et je peux en faire quelque chose à ce moment-là qui va aider d'autres personnes. Et donc, il faut être suffisamment loin dans son parcours de réflexion pour pouvoir avoir ça en tête et puis pour pouvoir l'utiliser de manière suffisamment confortable, on parle quand même de soi, mais aussi de manière adéquate par rapport aux autres personnes. On ne va pas arriver en expliquant toute sa vie. C'est plutôt en fonction de la situation. À ce moment-là, je choisis de piocher quelque chose dans ma vie qui a du sens pour la conversation qu'on a à ce moment-là. Donc la première compétence pour moi, ce serait celle-là. En fait, il y a aussi quelque chose que je remarque ici, plutôt en Belgique, c'est aussi que parfois, même plutôt régulièrement, les pères aidants engagés sont peut-être des personnes qui ont un parcours professionnel éloigné ou parfois pas de parcours professionnel et donc qui peuvent avoir ces compétences de pouvoir travailler avec leur vécu, comme le disait Stéphane, de l'utiliser ponctuellement à des moments opportuns. Mais ce qui peut être aussi un frein, justement, dû à l'éloignement de cette carrière professionnelle, c'est plutôt toute la partie de se structurer dans son travail. Je pense qu'ici en Belgique, c'est quelque chose auquel on devrait peut-être réfléchir, de savoir
utiliser un agenda, l'informatique, de gérer des prises de rendez-vous. Et ça, c'est peut-être quelque chose auquel on n'a pas pensé puisqu'on était focus sur le principe de travailler avec son vécu. Mais je pense que c'est quelque chose que dans le futur, on devrait un peu travailler, ce côté organisationnel, de nouveau pour des personnes qui sont éloignées, qui ont été éloignées d'une vie professionnelle ou qui n'en ont pas eu. Donc ça, c'est quelque chose, je pense que en fait, c'est passé devant nous, mais on était tellement concentrés sur cette histoire de travail avec son vécu, de rétablissement, qu'on a peut-être oublié les choses qui finalement vont servir aussi grandement à la professionnalisation de la pérédance. Et puis, comme compétence, je pense qu'il est important, c'est évidemment d'avoir cette capacité à travailler en équipe. Donc un père aidant, il a pu développer des choses pour lui-même. Après, il faut arriver à en faire quelque chose au sein de l'équipe, d'être complémentaire. Et ça, c'est aussi quelque chose qui parfois est à acquérir pour certaines personnes, comme Pierre disait, qui ont été éloignées du marché du travail. Et donc ce travail en équipe, ces compétences de base de travailler en équipe, ce n'est pas spécifique à la pérédance, mais c'est un point d'attention pour les pères aidants. Oui, c'est pas spécifique à la pérédance, mais comme tu disais tout à l'heure, on est entre le soignant et la personne ou le bénéficiaire. Et donc, du coup, l'enjeu d'appartenir à l'équipe est plus fort peut-être que dans d'autres professions. Et puis, une autre compétence, je pense, c'est de comprendre là où on est, qui est un peu une position pas évidente, puisque on est avec les personnes accompagnées par son parcours, mais on est aussi pleinement dans l'équipe. Et donc, ce rôle-là, il faut arriver à le cultiver dans le temps, parce que on peut perdre sa position de père et de membre de l'équipe si on commence à fonctionner uniquement de la manière de l'équipe, avec son regard, et de perdre cette proximité. Et donc ça, c'est une compétence qu'il faut acquérir et qu'il faut travailler dans le temps. Et les intervisions, comme Pierre le soulignait, c'est une manière de le faire. Ok. Et donc justement par rapport à ce travail en équipe, comment est-ce que vous collaborez avec les équipes? Parce que vous faites partie de l'équipe également. Et donc est-ce que la collaboration est spécifique? Il faut se rendre compte qu'un père aidant, c'est un membre de l'équipe à part entière, comme les autres membres de l'équipe. Et donc, il a accès aux mêmes informations, il participe aux réunions d'équipe, à la réflexion sur le projet de l'équipe et comment chacun y contribue. Et si ce n'était pas le cas, alors il y a un gros problème de positionnement, de pouvoir aller chercher la valeur ajoutée du père aidant. Et donc l'équipe, elle doit aussi s'interroger sur ces aspects-là. Comment est-ce que je vais faire pour considérer le père aidant comme un collègue, comme les autres, alors qu'il vient avec son histoire qui est plutôt une histoire de fragilité. Et puis, c'est marrant parce que justement hier avec une collègue qui est une collègue sur le départ, j'avais cette discussion de lui dire, mais en tout cas, j'étais ravi de travailler avec toi, c'est une personne qui m'a très bien accueilli. Et finalement, moi, en tant que père aidant, j'étais un nouveau travailleur dans le social, quoi. Je débutais un peu là-dedans. Et je lui expliquais que j'ai beaucoup appris d'elle grâce au fait qu'elle était là comme soutien. Et donc, ce que vient de dire Stéphane, je voudrais ajouter à ça le fait que je pense que les moments informels aussi sont importants dans les équipes. Que quand la journée est finie, on va fumer une petite cigarette ou boire un verre, manger un morceau ou quoi. C'est aussi quelque chose qui est hyper important, qui fait que le père aidant peut se sentir dans l'équipe, bien dans l'équipe. Et puis, comme je disais tout à l'heure, moi, un jour, voilà, ça m'a tombé dessus. Je me suis dit, mais en fait, je suis un travailleur comme les autres, quoi. Et je pense que ce qui fait la bonne intégration d'un père aidant, c'est le seuil d'accès des travailleurs, la compréhension qu'ils ont déjà du rétablissement, de choses comme ça. Et ça, c'est hyper important. Mais donc, il faut pas perdre de vue aussi le côté humain. Et puis, c'est quelque chose que je répète assez souvent.
pour moi, ce qui va faire peut-être la réussite de la père aidant, en tout cas la vitesse à laquelle elle va réussir, parce que réussir, je pense que ça va le faire, c'est de savoir s'émanciper et d'avoir confiance en soi, de ne pas, de se dire qu'on est cohérent. À partir d'un moment où on travaille avec son vécu, où on parle de ce qu'on a, des épreuves par lesquelles on a traversé, on est cohérent. On sait pas être, c'est pas possible de pas être cohérent et légitime. Donc, de savoir avoir confiance en soi et de partager cette confiance avec les travailleurs. Et je voudrais ajouter une petite anecdote récente. Il y a un coordinateur d'équipe qui présentait un peu le père aidant avec qui il travaillait depuis peu, donc quelques semaines, et il a partagé avec d'autres collègues le fait de dire, avec une des personnes qu'on accompagne, Abdel, il a réussi à déclencher des choses et cette personne a progressé plus en 6 semaines que sur les 18 mois précédents. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se passer à chaque fois, que c'est la magie du père aidant, mais voilà un exemple en tout cas dans une équipe où ils se sont rendus compte que sans doute l'espoir ou le fait de pouvoir avoir cette relation avec un père a permis à une personne de progresser plus vite. Et puis, tant qu'on y est dans les anecdotes, j'ai aussi envie d'en raconter une petite. C'était une jeune femme qui avait entre 25 et 30 ans, qui était hospitalisée, et à l'hôpital, on lui a dit, mademoiselle, à la sortie de votre hospitalisation, ce serait bien que vous ayez une équipe mobile qui vienne vous visiter pour garder un certain lien, un cadre. Et cette jeune fille était vraiment pas chaude du tout, mais voilà, elle a accepté que ça se passe. Et puis, lors de cette première visite, du coup, j'étais en immersion dans une structure et c'est moi qui ai été rendre cette première visite accompagné d'un psychologue. Le psychologue se présente en expliquant un peu ce qu'est l'équipe mobile et il me dit, mais Pierre, présente-toi. Donc j'explique, je ne sais plus précisément comment, mais je fais très bien comprendre à la personne que moi aussi, j'ai eu un parcours. Et là, il y a vraiment ses épaules qui se sont baissées. Elle m'a dit, ah, vous avez été aussi de l'autre côté de la table. Et donc, elle s'est vraiment apaisée. Elle a accepté un peu finalement cette conversation, ce qui se passait. On a commencé à papoter d'un tas de choses qu'on avait en commun. Et du coup aussi, là, le psychologue qui est avec moi, quand il est rentré après dans l'équipe, dans les bureaux, il dit, mais voilà, il y a vraiment eu un apaisement, un lien qui s'est fait. La personne s'est ouverte grâce à ma présence. Donc voilà, c'était encore une petite anecdote. Et j'en ai encore plein d'ailleurs. On va arrêter là. Et donc, jusqu'à présent, on a parlé beaucoup de la collaboration et du travail avec les équipes, avec les pairs. Et qu'en est-il de la collaboration avec les familles, les proches? On l'a abordé un petit peu avec le vécu au funambule, mais est-ce que vous avez un rôle à jouer ou une collaboration spécifique que vous mettez en place avec les familles, les proches aidants, les proches de la personne? Alors, moi, j'en ai pas du tout. C'est vraiment quelque chose que je ne travaille pas. Mais si une personne proche venait, par exemple, chez Dune, vouloir discuter, je serais là. Mais en fait, le public avec lequel je travaille est en décrochage, en tout cas généralement, de famille et autres. Donc, en fait, leurs proches sont leurs autres bénéficiaires, quoi. Mais, donc ça, je n'ai pas. Mais je voudrais quand même dire quelque chose, c'est que en tant qu'ancien addict, pour mes parents, ça a été hyper compliqué et il y a très peu de structures disponibles, en tout cas ou visibles. Et quand j'ai fait la formation avec Stéphane Allumons, quand on est sorti, c'est vrai que j'avais en tête d'un jour monter un projet qui fait lien avec les familles. Donc s'il y a des pères aidants qui veulent se lancer, ça peut être sympa. Et dans le secteur de la santé mentale, tel que je le connais ici en Belgique francophone, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient travailler avec les familles, mais qui ne savent pas très bien comment faire. Donc il y a de la volonté, mais une difficulté à concrétiser. Je pense que ça progresse pas mal. Et là où le père aidant peut apporter quelque chose à la famille, c'est d'expliquer ce que lui a vécu, alors que c'est peut-être le fils ou la fille a vécu comme ça. Donc c'est éclairer sa situation en tant que tiers, peut-être partager des choses que le proche a du mal à partager.
Et là aussi, je voudrais revenir avec une anecdote semblable à la tienne. Quand j'étais à l'hôpital Saint-Martin, il y avait des entretiens de préadmission. Et donc, quand c'était une personne plus jeune, souvent, elle venait avec ses parents ou ses proches. Et le fait que j'ai pu être dans ces entretiens de préadmission avec quelqu'un de l'équipe, ça rassurait un peu les parents en se disant, ben, tiens, oui, il y a quelqu'un qui a vécu ça, donc il va pouvoir expliquer. Et en même temps, ça détendait comme toi un peu l'atmosphère en me disant, ben, tiens, c'est pas un professionnel qui va arriver avec ses gros outils, il va être capable de parler de choses que moi je vais comprendre spontanément. Ouais, et puis ce que je voulais quand même aussi ajouter, c'est qu'il y a quelques années, 2 ou 3 ans, je suis passé sur une émission à Vivacité pour expliquer la pérédance, machin. Et j'avais donné mon numéro de téléphone, ou en tout cas mes coordonnées étaient accessibles. Et le téléphone a sonné pendant une semaine. Et je dirais que plus de 80% des personnes qui m'appelaient étaient des parents. Principalement des mamans, mais il y a eu aussi des papas. Et il y a un point sur lequel je pense j'ai pu les aider pas mal. Il y en a avec qui j'ai gardé contact par après. Il y en a 2 ou 3 avec qui j'ai gardé contact. Que quand on a un enfant addict, donc il y a parfois des comportements qui sont pas géniaux, et les parents ont parfois des réactions de colère ou de vouloir couper les ponts. Et je pense que parler avec moi, je leur expliquais que bah oui, couper les ponts, ça peut être une solution, c'est quelque chose. Et du coup, ça les apaisait de savoir qu'ils savaient qu'un autre consommateur pouvait se dire, mais oui, le comportement des parents est normal. Et ce que j'expliquais souvent aux parents, c'est que ben voilà, votre enfant, il a commencé un parcours dans l'addiction. C'est à lui de s'en sortir. C'est pas vous qui allez pouvoir le sortir de là. C'est pas possible. C'est à la personne. Et donc, elle doit faire son parcours. Et ça apaisait aussi un peu les parents de se dire, mais effectivement, ben, c'est mon enfant. J'ai envie de tout faire pour lui, mais je dois comprendre que voilà, je pourrais pas tout faire. Je pourrais être présent, je pourrais être là quand il aura des besoins concrets, mais je pourrais pas le sortir de la tête hors de l'eau. Donc c'est vrai que dans mes suivis, là c'était quand je travaillais dans une ASBL sur Bruxelles, dans les suivis qu'on faisait par téléphone ou à l'occasion de cette émission, on avait des contacts avec des parents, et c'est beaucoup de l'apaisement, expliquer les comportements, pourquoi ils font ça, faire comprendre aux parents que quand il est en colère, qu'il se dit oh, il a qu'à se barrer, ben oui, c'est normal d'avoir cette réaction. C'est normal quand on a quelqu'un de violent qui vient demander de l'argent, c'est normal de vouloir couper les ponts. Donc c'est quelque chose d'important. Malheureusement, il n'y a pas encore, à part je pense du côté de Charleroi, mais encore de réel engagement de pères aidants pour s'occuper des parents et familles. Et dans d'autres pays, il y a des pères aidants famille, mais chez nous, c'est pas encore vraiment développé. Ok, merci. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Une question peut-être plus large, un peu plus méta, mais comment est-ce que vous voyez l'avenir de la pérédance ? Ouais, le rêve, ce serait que, où que ce soit, une personne qui est accompagnée ou soignée puisse avoir accès à un père aidant. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Évidemment, on n'y est pas encore, mais il me semble en tout cas que le système de santé perçoit de plus en plus l'apport qu'un père aidant peut avoir dans une équipe. Et donc, je pense que le mouvement, il est lancé, il va se développer, c'est inéluctable, et il serait intéressant que du côté des pouvoirs publics, on puisse soutenir cette dimension-là. Et la pérédance, comme on en a discuté, ça se base un peu sur le rétablissement expliqué. Et quand on pose la question aux équipes, est-ce que le rétablissement, c'est quelque chose d'important pour vous ? La plupart des équipes vont dire oui, c'est important, c'est comme ça qu'on travaille avec les personnes qu'on accompagne. Et moi, ce que je leur réponds, si vous travaillez au rétablissement, c'est peut-être bien que vous engagiez quelqu'un qui s'est rétabli. Ouais, et puis moi, comment je vois la pérédance dans le futur ? En tout cas, ce que j'espère, c'est d'abord des personnes confiantes, des pères aidants confiants, qui se sentent cohérents, qui revendiquent, mais pas avec des cris, mais avec l'apport qu'ils peuvent amener. Et il y a quelque chose toujours qui m'embête un peu dans la pérédance, c'est que, comme c'est une pratique nouvelle,
d'autres personnes s'en emparent pour toucher des subsides. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un jour que l'ensemble, en tout cas une grande majorité des subsides dédiés à la père aidance, soient redirigés vers des pères aidants, que ce soit eux qui puissent en bénéficier avec évidemment des salaires corrects, avec aussi la possibilité d'engager des projets, par exemple comme projet famille ou ce genre de projet. Donc ça, c'est vraiment mon souhait que la père aidance appartienne finalement au père aidant. Et voilà, que les pères aidants soient engagés, mais je dirais de manière construite et professionnelle. Pas dans les cris ou les revendications, mais en se disant le meilleur moyen de parler à d'autres travailleurs, c'est justement de leur parler, pas de crier. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut faire. Mais voilà, comme vient de le dire Stéphane, la père aidance, elle est en marche. Et puis voilà, il faut un peu de temps évidemment que les choses se mettent en place, que tout ça s'installe, mais c'est un fait que ça va se développer. Oui, c'est un mouvement inéluctable, je pense. Et une des choses qui va être importante pour ici en Belgique francophone, c'est que les pères aidants arrivent à se rassembler, à se structurer, qui est une association ou une fédération de pères aidants qui n'existe pas encore ou qui n'existe plus. Et ça va permettre de visibiliser la père aidance, d'avoir des interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Et donc, je pense qu'un défi dans les quelques années qui viennent, ça va être de pouvoir construire ça. Ouais, je suis totalement d'accord avec ce que vient de dire Stéphane, c'est inéluctable. Merci. On a parlé justement de beaucoup de choses. Est-ce que pour clôturer cette capsule, vous auriez quelque chose à rajouter, un élément qui vous tiendrait à cœur ou qui vous serait passé par la tête durant l'échange, mais qu'on n'a pas abordé spécifiquement? Oui, peut-être revenir sur cette notion d'espoir. J'ai déjà parlé de l'espoir pour les personnes qui essaient de s'en sortir, mais c'est aussi de l'espoir pour les équipes. Parce que parfois, les équipes, elles ne voient les personnes que quand ça va mal et elles ne voient pas après. Et donc, travailler avec quelqu'un qui a fait ce parcours, ça redonne de l'espoir et du sens. Pour certains travailleurs qu'on rencontre, ils nous disent « Ah oui, maintenant je comprends ». Enfin, ça vient confirmer pourquoi je fais ce travail-là. Pierre, un dernier mot? Ouais, donc il y a un point sur lequel je voulais revenir, c'est que les pères aidants doivent se fédérer. Et ce que j'observe chez nos voisins, principalement en France ou d'autres, c'est que les pères aidants se divisent. Ceux qui ont été formés, ceux qui n'ont pas été formés, les pères aidants addiction, les pères aidants santé mentale. Et ça crée des divisions qui finalement nous affaiblissent quelque part. Et donc je pense que c'est important de rester vigilant à ça, de se dire qu'on soit un père aidant formé ou non formé, on reste un père aidant. Qu'on travaille dans les addictions, dans la santé mentale, c'est vraiment bien de garder, de serrer les coudes et de rester un bloc finalement, un corps de métier. Je pense que c'est quelque chose qui va nous aider à avancer. Et j'avais envie de parler de ça parce que c'est quelque chose que j'observe vraiment chez nos voisins, où là je sens vraiment des fortes divisions. Et je pense que nous, en Belgique, on a la chance d'avoir comment je veux dire ça, un vivier ou en tout cas des structures qui permettent de ne pas avoir affaire à ces problèmes. Donc les pères aidants doivent se serrer les coudes, quoi. Voilà, nous allons du coup conclure cette capsule. Donc on a traversé pas mal de questions. Et donc un grand merci à Pierre et à Stéphane pour leur participation.